Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Avec Entrepreneur, Marc et moi-même avons pour mission d'étudier, documenter et partager les principes du succès entrepreneurial et de la haute performance. Nous t'envoyons d'ailleurs notre meilleur value dans son format le plus dense, directement dans ta boîte mail, pour qu'on puisse ensemble rester performant par habitude et réussir par principe. Il te suffit d'aller sur notre site entrepreneur.com et de scroller jusqu'en bas de la page ou cliquer directement sur l'onglet « Recevoir la value ». Et avant de passer à la value du jour, n'oublie pas que tout peut être appris, entrepris et accompli. Bonne écoute. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas avec Marc, mais j'ai un invité très spécial avec moi aujourd'hui, Walter Ferrari, qui me rejoint sur le podcast pour parler de données et d'utilisation des données et d'optimisation du commerce sur la base des données. Et sans plus attendre, Walter, je t'accueille volontiers sur le podcast. Hello. Alors, Walter, comme première question, j'étais obligé d'aborder une inspiration en commun qu'on avait depuis probablement longtemps. C'est celui qu'on nomme le Yoda du business, Seth Godin, et tu m'avais partagé qu'il avait fondamentalement inspiré ta perspective sur le marketing. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Quand j'avais, donc j'ai 34 ans aujourd'hui, on va parler de maintenant il y a presque 15 ans en arrière, les réseaux sociaux n'existaient pas, et c'est vrai qu'un des trucs qui m'a le plus impacté, c'était finalement l'augmentation progressive mais sûre des messages publicitaires qu'on pouvait en fait recevoir. Et c'est vrai que le bon sens et la curiosité que je pouvais avoir à l'époque par rapport à l'envie d'entreprendre me faisait réfléchir de manière, je dirais, assez fondamentale sur cette approche des coûts, de l'efficacité et de l'intérêt de faire de la publicité dans un écosystème ou en tout cas dans un monde où on est super sollicité. Et donc c'est vrai que c'était déjà avant les réseaux sociaux, ça s'est confirmé. Donc mon intuition en tant que consommateur me faisait voir, et finalement en tant que potentiel futur entrepreneur, me faisait voir à quel point en fait ça allait pas dans la bonne direction. Et c'est vrai que parmi toutes les choses que j'ai pu découvrir, les concepts un petit peu fondamentaux qui m'ont apparu, en tout cas qui ont fait partie des choses que j'ai pu découvrir, il y avait ce monsieur Godin qui apparemment était un employé de chez Yahoo et qui avait fait parler de lui parce qu'il avait été capable justement de théoriser ou en tout cas de rendre populaire une approche assez simple qui consistait à parler de l'idée de permission marketing ou permission marketing avec l'accent, et où l'idée finalement c'était justement de contrer l'idée fondamentale que c'est la quantité de messages qui faisait l'efficacité. Et donc dans cette approche-là, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que ça pouvait que se renforcer dans le temps, étant donné qu'en allumant la télé ou que d'un coup on voyait apparaître finalement Internet, ou même dans les magazines, ou même les flyers dans la rue, on voyait à quel point ça devenait déjà envahissant. Et je pense que quelqu'un qui est né dans les années 60 pourrait décrire ce phénomène de manière encore plus significative. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a 15 ans, j'étais adolescent, mais j'étais déjà surpris par la croissance. Et c'est vrai que je pense la chose la plus spectaculaire qu'on peut voir, c'est les boîtes aux lettres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les catalogues Conforama, ce genre de choses, n'ont pas cessé. On est 20 ans après. Internet a fait son boulot, mais les boîtes aux lettres continuent d'être inondées par du contenu, par du papier et par finalement un gaspillage de ressources que je trouve important. Et c'est vrai que du coup, ce monsieur Godin, il avait une approche qui était rafraîchissante parce qu'on se rend bien compte que quand on est un acteur, peut-être une multinationale, elle peut s'offrir des millions de publicités sans chercher finalement à savoir exactement quelle est la rentabilité ou quel est l'impact de ce budget, mais un petit acteur qui démarre. Donc l'empathie que je pouvais avoir pour le petit acteur était liée à ma position en fait de futur entrepreneur, mais petit à petit en avançant, j'ai réalisé que un restaurant, un commerce traditionnel ou même une enseigne avec quelques points de vente, elle peut pas vraiment se permettre d'inonder dans des boîtes aux lettres avec du papier. Sans savoir combien ça ramène, quel est l'impact pour son business, parce qu'à un moment donné, on se rend bien compte que c'est pas viable, tout simplement. Et donc, ce monsieur, je trouve qu'il a été, de ce point de vue-là, il a été visionnaire. Après, dans la pratique, c'est autre chose.
très intéressant parce qu'on retourne au concept ou au contexte de surcharge d'informations et finalement de demande d'attention bien plus grande que finalement l'offre qui aurait, on va dire, sur le marché de l'attention. Et toi, quel est le média que tu avais choisi pour lancer ton projet et finalement ta vision dans le marketing? En fait, il y avait plusieurs options, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour parler vraiment de mes débuts, je me rappelle que la question du prix avait focalisé mon attention. C'est-à-dire que c'était l'idée que, en faisant une remise, on était capable en fait de capter l'attention des gens sur quelque chose pour lequel ils pourraient avoir un intérêt. Donc, et ça rendait en fait les choses mesurables. Donc, le premier projet qui a été le mien, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore, mais il y avait déjà quelques plateformes internet, c'était le papier. Donc, j'avais fait un petit format magazine, un petit pocket magazine que je distribuais de main en main. Et on était déjà capable avec ce système-là, donc il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait pas d'approche innovante ou en tout cas d'approche technologique, mais c'est là que j'ai fait mes premières armes quand il s'agissait finalement d'aller dans le sens d'une meilleure efficacité et d'un meilleur impact et d'une mesurabilité de ce qu'on pouvait faire d'un point de vue publicitaire. Mais le jeune entrepreneur que j'étais à l'époque finalement avait un regard extrêmement lucide sur ce que pouvait amener Internet. Et donc c'est vrai que cette question des données, ou en tout cas la question fondamentale de dire bon, faire de la pub ça coûte, eh bien en fait on pouvait immédiatement constater qu'Internet allait réduire ces coûts-là. Il suffisait de voir qu'on n'allait plus avoir à imprimer quelque chose de physique. Et de ce point de vue-là aussi, la toile, en tout cas la promesse de la toile, c'était de toucher beaucoup plus de monde. Mais sans oublier le principe fondamental qui était finalement de cette approche un peu permissive dans la communication. C'est quelque chose qui m'a toujours animé parce que on peut se dire oui, Internet va amener un meilleur rendement, ou en tout cas va amener plus d'impact, mais sur le fond, on se rend bien compte que si c'est pas désiré, s'il n'y a pas une approche dialectique avec le consommateur, eh bien on allait revenir au même point finalement. Et les réseaux sociaux sont venus avec cette question du ciblage de manière évidente. Google aussi, ces sociétés américaines ont construit leur succès sur un ciblage qui a montré une certaine efficacité, mais qui fondamentalement ne répond pas au problème de l'hypersollicitation. Parce que, et on peut comprendre à quel point aujourd'hui c'est un enjeu important que de donner le pouvoir au consommateur de ne pas voir certains messages. Je pense que aujourd'hui cette question fondamentale, elle est presque à mettre sur la question des droits, sur les questions d'un certain bien-être. On ne peut pas laisser les multinationales aujourd'hui continuer à opérer avec des millions et des millions pour que des enfants, des adolescents boivent du Coca-Cola, parce que finalement on est dans une approche, il faudrait pouvoir à un moment donné donner le pouvoir au consommateur aussi de décider en fait qu'est-ce qu'il veut voir ou ne pas voir. Alors, c'est extrêmement délicat dans la pratique, je pense que c'est très difficile à mettre en place, mais on comprend en quoi finalement sur l'ensemble de ces 15 dernières années, la question du marketing permissif, cette question elle se pose. On va peut-être moins traiter, ou en tout cas j'ai moins cherché à aborder la problématique liée au marketing au sens large, à la publicité au sens large. Et, par contre, moi personnellement, je me suis vraiment intéressé à la question de comment aujourd'hui du marketing permissif et la digitalisation peut permettre à des commerces qui ont moins de moyens de finalement dialoguer mieux avec leurs clients sans que c'est un coût prohibitif et sans que ça leur prenne non plus du temps qu'ils n'ont pas. Et donc de ce point de vue-là, Seth Godin n'a été qu'une base de réflexion qui, elle, avec toutes ces années de pratique que j'ai aujourd'hui, a été simplement quelque chose de constant, de latent dans la réflexion et qui s'est cristallisé, donc pour répondre à ta question, sur la question du SMS. Donc, à réfléchir à savoir quel est le meilleur canal. Donc, je ne pouvais pas répondre à cette question au départ, il fallait que je procède à des tests et le papier m'a donné une opportunité de mettre un pied dedans. Mais c'est vrai qu'après quelques années, j'ai décidé de partir sur le SMS selon une analyse qui est encore vraie aujourd'hui, c'est que les applications, même le browser, et tout, si on veut bien, l'approche digitale, allaient mettre de côté peut-être un peu le SMS au profit des applications, et que de ce point de vue-là, le SMS devenait encore plus qualitatif, parce qu'on en reçoit moins, et par conséquent, on le valorise mieux,
pour être extrêmement même pratique. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on reçoit un SMS, on est surpris parce que finalement, on n'a plus à l'intérieur des SMS la vie sociale. La vie sociale est partie sur les chats qu'on connaît, WhatsApp, Messenger, entre autres. Et donc, le SMS est devenu... Alors, je ne peux pas dire que je l'avais complètement anticipé, mais disons que mon intuition, dans une logique un peu analytique, comme si on prend un puzzle et qu'on met tout ensemble, eh bien, m'a fait réaliser que le SMS était une très belle opportunité. Avec le risque, évidemment, qu'il n'évolue pas ou moins vite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le SMS a été un peu mis de côté par les opérateurs, contrairement à des applications aujourd'hui de chat qui vont très très loin dans les applications et dans la manière dont on peut les utiliser. Mais finalement, le temps, je pense qu'il m'a donné raison. Il faut encore voir maintenant comment ça évolue, mais vous pouvez constater en tant que consommateur, tu peux le voir tous les jours, que ce soit ton dentiste qui te confirme ton rendez-vous, que ce soit ton garage qui te prévient que ton véhicule est prêt, que ce soit aujourd'hui une application bancaire qui t'envoie ton code de validation et d'activation de l'application par SMS, on se rend bien compte que le SMS en tant que canal neutre, confirmé, c'est-à-dire avec 100% de pénétration sur le marché, était, en tout cas dans l'analyse que j'ai faite, était une opportunité de construire cette relation de confiance dans une logique de permission marketing en faveur du commerce. Et donc l'année prochaine, on fête les 10 ans d'SMS gagnants et on se rend compte que ça a été difficile parce que les consommateurs ne font pas confiance facilement au SMS, mais avec les nombreux inscrits qu'on a aujourd'hui, on se rend compte qu'on a eu la bonne approche. Elle est d'abord qualitative avant d'être quantitative, mais surtout, malgré le fait et l'émergence d'un certain nombre de technologies comme les applications, le web en général, le marketing mobile, eh bien finalement le SMS aujourd'hui s'impose, je crois, de manière forte, de manière extrêmement intéressante pour cette problématique du marketing permissif, quoi. Vraiment. Et donc de ce point de vue-là, SMS gagnant n'est que l'aboutissement d'une réflexion et pas au départ forcément une idée strictement business, une idée strictement entrepreneuriale. C'était vraiment une philosophie que je voulais appliquer à un domaine qui m'intéresse, à savoir le marketing. Ouais, génial, parce qu'on peut vraiment constater finalement la théorie de l'océan bleu, parce qu'il y a cet océan rouge rempli d'applications qui, on va dire, se concurrencent entre elles pour avoir l'attention sur les applications, l'attention sur le browser qui est encore plus difficile à mon avis à capter. Mais là, tu t'es mis sur un canal, on va dire, unique ou un canal privilégié finalement, comme tu le décrivais. Alors, quel est le futur finalement du SMS? Parce qu'on pourrait voir des tendances, on va dire, avec des flux de communication qui retournent sur le SMS. Comment tu perçois le futur de ce canal? Alors, c'est une grande question. Disons qu'aujourd'hui, les échanges que je peux avoir et qui touchent directement à cette question de la technologie SMS ne sont pas nombreux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, des prestataires dans le domaine du SMS, ils confirment effectivement l'approche B2B du SMS ou B2C au lieu de C2C, c'est-à-dire peer-to-peer, comme on peut le dire aussi, c'est-à-dire comme dans cette logique de chat de consommateur à consommateur, d'individu à individu. Effectivement, ils constatent une tendance importante, mais en parallèle, ces mêmes acteurs sont incapables de parler d'innovation par rapport au SMS, et beaucoup d'entre eux aujourd'hui considèrent effectivement le SMS comme quelque chose, on pourrait dire, d'un petit peu, je pourrais presque utiliser l'expression un classique. Un classique, on ne le questionne plus tellement. On sait qu'il est là, on l'utilise au quotidien, mais il devient finalement quelque chose de standard. Donc, je crois que le SMS est devenu un standard, et dans ce point de vue-là, il y a peu d'inquiétude. Mais par contre, on n'aura pas des analyses en faveur d'un SMS révolutionnaire de ce côté-là, de ces acteurs-là. Par contre, quand on se tourne sur le web ou dans la presse spécialisée, et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, Google notamment, qui est un acteur important du point de vue technologique, propose aujourd'hui une solution qui serait en fait une version améliorée du SMS, qui lui passe aussi par une technologie neutre, qui sont les antennes, et qui sont finalement, qui est la 4G, en fait, qui est finalement, on sait que le SMS a été construit sur des antennes GSM classiques, de grandes entreprises comme Alcatel, par exemple, Alcatel-Lucent, qui est un acteur important dans le domaine des antennes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plus des acteurs comme Huawei et d'autres qui vendent des technologies plus pour du 4G, de la 5G, aujourd'hui on en parle. Et aujourd'hui, Google, finalement, qui est un acteur important dans le domaine technologique, propose en fait le futur du SMS.
Mais malheureusement, comme toute technologie un petit peu disruptive, ou en tout cas comme toute approche, je dirais, très intéressante ou très innovatrice, elle a un petit peu d'avance sur son temps. Et malgré les tests qui ont été faits, le déploiement en fait par Vodafone dans plusieurs pays d'Europe du RDC, je crois, ou en tout cas la technologie, j'ai un blanc actuellement sur le nom, c'est Rich Communication System ou quelque chose de ce type-là, je suis sûrement dans le faux, mais en tout cas c'est quelque chose qui ressemble. Et donc aujourd'hui les acteurs type Vodafone n'ont pas vraiment réussi à complètement appliquer en fait cette solution Google, malgré le fait que Google a fait un geste en faveur, c'est-à-dire qu'il a complètement libéré la licence. En fait, ils ont développé une technologie, ils l'ont mis à disposition des acteurs pour la tester, et on sait que ça prend un peu plus de temps que prévu. Par contre, dans cette approche-là, eh bien, on est dans le futur. Google propose aujourd'hui une version alternative du SMS qui donc se base sur les numéros de téléphone et sur un canal indépendant des applications qui, elles, sont des sociétés privées. J'insiste là-dessus parce que pour les données, c'est important de savoir que si moi, demain, SMS gagnant devient quelque chose plus avec un chat qui passe par des sociétés américaines, eh bien, en fait, le data va partir aux États-Unis. Alors qu'actuellement, la base de données SMS gagnant, elle est hébergée en Suisse avec un acteur de l'hébergement suisse qui garantit finalement qu'on n'est pas dépendant de serveurs américains ou en tout cas d'une volonté politique américaine par rapport à ces données. Et c'est vrai que par rapport à cette approche Google que moi je trouve intéressante parce qu'elle philosophiquement elle poursuit l'approche SMS classique, eh bien là on est dans le chat, on est dans les vidéos, on est presque sur un petit réseau social. Et je pense que ça peut fonctionner. En tout cas, nous, on n'aurait aucun problème à l'intégrer. Mais il est vrai que ça pose des questions fondamentales par rapport à l'intégration des nouvelles technologies sur des processus qui sont déjà bien implantés. Je disais classique. Donc, pour moi, le SMS aujourd'hui, les gens, ce qui est drôle, c'est que les gens le considèrent comme quelque chose de vieux, alors que le SMS est relativement récent dans l'histoire de la technologie. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement lié à la perception. Je trouve ça hyper intéressant d'écouter des gens dire non, mais le SMS, c'est d'une autre époque, alors que finalement, ça a été le début du chat, mais sur une échelle de temps extrêmement courte. On parle de 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, il y avait encore des gens qui n'avaient pas de portable, qui ne connaissaient pas le SMS, qui étaient des adultes confirmés, qui avaient une vie et qui ne connaissaient pas le SMS. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir les échelles de temps, de voir sur la question de où va le futur du SMS, que finalement, comme toute chose, indépendamment qu'elle soit technologique, elle a une certaine, elle tend finalement à se stabiliser, elle tend à rester ce qu'elle est, parce que c'est un standard, mais qu'elle a aussi des volontés d'évolution, et de ce point de vue-là, je pense que c'est pour le moment difficile de répondre. Merci pour toutes ces informations autour du SMS. On verra comment ça évolue. Et je sais que sur la base du SMS, justement, tu as construit des stratégies de web to store, comme on dit. Donc, tu amènes un passage à l'action par des communications qui passent notamment par le SMS. Et sur toute la base des initiatives marketing que tu as pu voir dans ce domaine, est-ce qu'il y avait un dénominateur commun des initiatives ou des commerces ou de la stratégie de SMS finalement dans l'ensemble de ces initiatives? Est-ce qu'il y avait un dénominateur commun aux initiatives qui ont vraiment fonctionné, qui ont vraiment amené des résultats? Est-ce que tu as trouvé parmi les commerces ou parmi la stratégie un ingrédient qui a changé la donne? Pour moi, on est en plein dans le sujet. Je crois que la question aujourd'hui du choix technologique en faveur d'une solution pour le commerce, c'est-à-dire d'avoir décidé effectivement de prendre du SMS, je pense qu'elle est finalement pas centrale. Je pense que la technologie aujourd'hui vient sur le second plan lorsqu'il s'agit d'avoir de l'impact. Je pense que ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec la base de données et la confiance et l'image qu'on peut avoir aux yeux de cette communauté plutôt que le canal. Je pense qu'on peut avoir du permission marketing basé sur de l'email extrêmement efficace du moment qu'il est personnalisé et du moment qu'il est correctement déployé. Et donc, au fond, si je devais aujourd'hui dire oui, une technologie ou une autre a eu un impact plus ou moins grand sur le succès des SMS gagnants aujourd'hui, par rapport à cette approche, l'idée de chercher des solutions pour des petits acteurs, je dirais qu'effectivement le SMS a joué un rôle parce qu'on obtient des conversions qui sont extraordinaires. On sait qu'il est très souvent lu, en tout cas beaucoup plus souvent lu que l'email.
Mais je pense que dans une approche peut-être plus quantitative, qui aurait pu être la mienne, l'email aurait pu très bien fonctionner. Je pense à des blogs comme Renorp, qui sont moins connus en Suisse romande, mais qui ont cartonné vraiment en Suisse allemande. Renorp est une newsletter qui était envoyée à une communauté en fonction d'un certain nombre de choix qui étaient opérés dans une sorte de tableau de profil, un profil de gestion du contenu. Et donc, en fait, ça a très bien fonctionné parce que l'email, finalement, a plus de contenu, il fait moins peur. Et la question que je peux me poser, c'est si SMS Gagnant avait été une plateforme plus classique, qui ne s'était pas basée sur le SMS mais sur l'email, je pense qu'on aurait le double d'inscrits aujourd'hui. Mais on a préféré quand même malgré tout opter pour cette notion qualitative parce qu'elle est extrêmement qualitative. Aujourd'hui, une personne qui vous envoie un SMS personnalisé avec une offre qui vous est dédiée, ça a quand même plus d'impact, ou en tout cas c'est perçu avec plus de valeur par le consommateur que l'email. L'email, on en reçoit tout le temps. Et donc, c'est plutôt ça qui a primé. Mais si je devais vraiment répondre et réfléchir à cette question, je pense que les deux stratégies auraient pu fonctionner. Et la question aujourd'hui fondamentale de la technologie, on entend beaucoup de marketeurs aujourd'hui parler de géolocalisation. Donc, géolocalisation sous-entendue contre votre gré. On entend parler aujourd'hui d'analyse data mining qui sont liées à l'idée d'explorer le consommateur, enfin les volontés du consommateur sans vraiment savoir ce qu'il veut. Et pourtant, on reste extrêmement agacé en tant que consommateur lorsque on est ciblé par une publicité après avoir visité un site de vacances, de voyage, par exemple. Et je crois finalement que ce qui prime dans cette approche et dans cette réflexion de fond et dans la discussion qu'on peut avoir sur ce sujet-là, c'est vraiment la question du lien et de la confiance qu'on peut avoir avec sa base de données. Et c'est sur quoi nous on a tablé, c'est ce qu'aujourd'hui on explique à nos clients, donc aux partenaires du site SMS Gagnant, qui sont des restaurants, des salons de coiffure, qui sont des salons de bien-être, qui sont même des prestations de services classiques. On leur explique finalement que la question aujourd'hui de l'efficacité publicitaire réside avant tout sur la manière dont on a la promesse qu'on va leur faire au moment où ils vont s'inscrire pour un commerce ou à la base de données à laquelle ils adhèrent. Et de ce point de vue-là, le commerçant est gagnant, je pense, aujourd'hui, du fait qu'il a accès à une communauté de personnes qui finalement ne sont pas dérangées, et du moment qu'ils montrent un intérêt, eh bien en fait, c'est en toute légitimité que le commerce peut envoyer finalement des offres, informer sa clientèle. Et je pense que c'est presque du bon sens. C'est presque du bon sens. Et donc, nos arguments aujourd'hui, quand on approche finalement nos clients ou des potentiels clients, c'est qu'on leur dit, la question n'est pas que vous ayez une app ou que vous fassiez des réseaux sociaux ou que vous fassiez du SMS. La question est plutôt de savoir qu'est-ce que vous leur dites au moment où vous commencez à créer un dialogue avec cette communauté. Et finalement, c'est la qualité du message et du dialogue qu'on va mettre en place que fondamentalement la technologie. Parce que demain, on peut avoir beaucoup d'applications, on peut avoir une montre connectée, un smartphone, une oreillette connectée et puis une voiture connectée. Ça ne changera rien que, indépendamment qu'on puisse toucher toutes ces personnes, qu'on puisse leur diffuser un message, le coût sera élevé et les gens vont s'agacer. Je crois fondamentalement à l'idée qu'on devient de plus en plus informé, on sait de plus en plus ce qu'on veut. Le développement économique, le développement technologique nous a amené tout ça. Et donc maintenant, je pense qu'il est question de finalement freiner pour des raisons de qualité de vie, pour des raisons d'éducation de nos enfants, pour finalement une société plus saine et équilibrée. Et je ne crois pas que c'est parce que la technologie aujourd'hui est disponible que les marketeurs devraient en abuser. Alors, ils vont le faire parce que finalement, ça fait complètement partie de cette possibilité et ils le feront. Mais je pense que c'est une erreur fondamentale de considérer de penser le court terme en termes de canal plutôt qu'en termes de relation dialectique avec une audience. Et j'espère, en tout cas je le souhaite, et je ferai partie de ces acteurs-là qui vont pousser dans cette direction. C'est-à-dire
vraiment motiver aujourd'hui les entreprises, surtout en Suisse, à parler à une communauté qui soit alerte et qui soit finalement engagée dans la démarche de façon qualitative, plutôt que de continuer à distribuer des prospectus de façon abusive, inefficace et intrusive. Voilà. Magnifique retour aux grands principes, justement, puisque sur le podcast, on aime bien parler des grands principes plutôt que de tomber dans les tactiques et les outils du moment. Donc, c'est extrêmement pertinent. Et ensuite, tu as mentionné l'aspect d'extraction des données, finalement, et d'essayer de rendre notre contenu le plus pertinent possible sur la base des données. On voit que jusqu'à un certain point, ça amène quand même quelque chose, finalement, parce qu'on savait que ces personnes voulaient recevoir ce message, mais on peut aussi tomber dans l'extrême et peut-être surabuser et tomber dans une pertinence telle sur la base des recherches et du profil de la personne que ça devient louche. Où est-ce qu'on pourrait trouver le juste milieu finalement dans cette utilisation, mais dans cette non-abus des données? Je pense qu'il faut bien différencier deux choses. Quand on parle de messages ou de choses personnalisables sur la base du data, je pense qu'on peut même faire référence à des articles de presse. Et donc de ce point de vue-là, on n'est pas tellement dans une approche marketing, mais on est plutôt dans la diffusion d'informations. Et on remarque aujourd'hui que, par exemple, Facebook a très bien compris la différence et qu'en les imbriquant, eh bien, en fait, on évitait le problème, justement, du non-impact de la pub. C'est-à-dire que l'outil Facebook, à la base, est pensé comme un réseau social. Et rappelons-nous qu'avant l'entrée en bourse de Facebook, il n'y avait pas de publicité sur le réseau social. Et que la philosophie de Facebook était d'améliorer finalement le feed, ce qu'on appelle le feed, donc le flux d'actualité d'un abonné, en personnalisant au mieux le contenu sur la base de ses préférences. Et donc, jusque-là, tout va bien. On se rend compte que l'utilisation même d'une technologie qui permet de personnaliser le contenu peut être parfaitement en adéquation avec la société actuelle, avec une révolution digitale de la presse, de l'information, qui est tellement importante finalement pour notre société d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de toutes ces choses. Et donc, il faut faire la différence entre cette approche, je dirais, journalistique, de contenu classique qui est personnalisé, et le marketing, qui est malheureusement, ou dans la plupart des cas, un outil utilisé par des entreprises pour pousser les performances de l'entreprise en vue d'une logique capitaliste classique, que je ne critique pas, mais qu'il faut comprendre comme étant à la base un groupe d'actionnaires, souvent des multinationales. N'oublions pas que le marketing est un anglicisme qui vient lui-même des États-Unis. Donc on est quand même dans une approche où je pense qu'on doit aujourd'hui se poser la question de manière assez simple. L'utilisation technologique des données, ou en tout cas l'analyse avec des gros ordinateurs de données, mais dans quel but? Pour quelle cause? Pour quel finalement but à long terme? Donc on comprend bien que les multinationales aujourd'hui utilisent, et Google notamment utilise la puissance des données au service des multinationales, mais paradoxalement aussi pour l'information. Facebook à l'identique. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a une zone floue aujourd'hui qu'il va falloir trancher à un moment donné parce que finalement quelque chose qui peut servir pour le bien est aussi utilisé pour quelque chose de peut-être moins bien. Pour pas dire mal, mais quelque chose qui peut-être potentiellement est extrêmement intrusif et peut nous pousser à la faille, peut nous pousser aux limites. Et je prends l'exemple du cas Cambridge Analytica en Angleterre, qui montre à quel point ces questions fondamentales des données, même si aujourd'hui nous donne la gratuité du GPS, la gratuité de notre service d'email, un moteur de recherche aussi qui est gratuit, les réseaux sociaux aussi sont gratuits, eh bien on se rend compte qu'avec des sociétés mal intentionnées, on peut orienter des élections. Donc pour ceux qui n'ont... En tout cas, j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets à aller étudier plus en détail le cas Cambridge Analytica, qui a fait du bruit aux États-Unis et en Europe, peut-être un peu moins en Suisse, mais on se rend compte qu'on arrive là à des limites qui sont extrêmes, où on est capable d'orienter le vote et d'influencer les élections dans un pays démocratique uniquement sur la base de, justement, des outils technologiques et des informations stockées. Et donc, je pense que c'est un sujet extrêmement large.
En ce qui me concerne, j'ai fait et j'ai opté pour l'économie locale. C'est quelque chose qui est clair. Je ne changerai pas cette perspective parce que c'est un credo. C'est presque une vocation au sens que j'apprécie particulièrement les entrepreneurs qui travaillent à créer de la valeur au niveau local. Souvent, c'est des gens qui ont un rapport humain extrêmement intéressant. Ils aiment le contact comme ils aiment leurs produits. Et on se rend compte que là aussi, il y a 2 poids 2 mesures. Et donc, mettre des outils aujourd'hui technologiques et des bases de données au service de commerçants qui font un travail intéressant, de passion, ou peut-être même, peut-être même pourquoi pas une chaîne au niveau local, mais j'entends, ça reste à une échelle nationale, ça reste une échelle locale. Eh bien, c'est personnellement le choix que je fais. Et sur l'ensemble de cette question et de cette problématique, je pense qu'on va avoir un vrai dilemme dans le futur. Le législateur va avoir un vrai dilemme. On se rend bien compte que tout ça, c'est aussi un peu de géopolitique. Les Américains aujourd'hui possèdent fortement, et derrière les Chinois sont aussi en train d'essayer de planter des antennes 5G partout. On sait que les États-Unis ont interdit aujourd'hui cette question de la 5G, ou en tout cas de la technologie Huawei chez eux. On comprend que les enjeux sont énormes. C'est très actuel, ça le restera. Voilà. Donc je ne voudrais pas m'éloigner non plus trop du regard local que moi je peux porter, mais en tout cas c'est passionnant, effectivement. C'est tellement passionnant, finalement. Mes dernières questions ont été abordées dans la question, finalement, du futur de ce marketing. Et avant qu'on se quitte et puis que les gens puissent s'interagir peut-être plus personnellement avec toi s'ils le souhaitent, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur le web? Alors moi, je suis comme tout bon professionnel 2.0 ou 3.0 sur LinkedIn. Donc, ne pas hésiter à échanger directement sur LinkedIn. Ou sinon directement par donc l'agence, le site internet de l'agence, Interactive Media Partner. Donc on est basé au Flon à Lausanne. Et donc là, les gens peuvent volontiers nous écrire directement. C'est moi qui réceptionne actuellement les messages. Et donc avec plaisir pour échanger sur ces problématiques pour toute personne qui cherche des solutions. Voilà. Merci pour ces informations. Et dernière petite question sur l'impact que tu veux avoir finalement avec ton marketing. On a compris que c'était local, mais quelle est la vision que tu veux vraiment déployer avec tous tes projets actuels? Pour moi, ce serait vraiment de pouvoir cultiver quelque chose qui, à mon avis, est assez unique, et on le voit, c'est vraiment cette idée de Suisse, quoi. C'est une certaine façon de consommer, une certaine façon d'opérer sur ce champ qui est nouveau, et de profiter finalement des frontières et de cette exception suisse. Étant moi-même né à l'étranger, mais ayant de nationalité suisse, mais ayant grandi en Suisse sans être né ici, j'ai une conscience particulière et un regard très bienveillant sur l'importance de rester au niveau politique aussi une exception dans le domaine technologique en ce qui concerne le marché local. On sait que la Suisse est une économie d'exportation, 1 franc sur 2 est gagné à l'étranger, mais on sait aussi que le Suisse, il consomme chez lui, il consomme de façon propre. En tout cas, c'est le regard que j'ai. Le Suisse a une façon de consommer qui peut être un petit peu différente de nos voisins, ou en tout cas d'autres pays dans le monde. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'aime l'idée, j'aime penser qu'en tant que Suisse, on peut porter un regard à l'échelle locale qui soit différent de celui qu'on trouve dans les grandes capitales ou aux États-Unis, pour finalement motiver et favoriser un écosystème d'économie locale qualitatif, avec des consommateurs qui ne se font pas embêter et qui font un choix, et qui aussi, peut-être de manière beaucoup plus fondamentale et encore plus politique par rapport à mes activités, c'est de ne pas oublier que les bases de données, effectivement, qu'on confie aux Américains, pourraient potentiellement aussi être stockées en Suisse. Et je pense qu'il en va un petit peu aussi de la souveraineté. Je pense que les politiciens n'ont pas encore touché trop à ces questions, mais c'est des questions qui sont très importantes dans le futur. Est-ce qu'on se laisse complètement déborder par des sociétés multinationales, souvent américaines, bientôt chinoises, qui vont complètement, qui vont posséder et avoir un regard extrêmement important là-dessus, ou est-ce que finalement, on prend notre destin en main
et on décide de stocker ces données en Suisse et qu'on décide finalement d'être complètement maître, pas complètement, mais je pense que de manière pragmatique et non naïve, maître de cette question-là. Et j'aimerais faire j'aimerais parler très rapidement de Boris Siegenthaler, qui est quelqu'un que j'admire. Il est le fondateur de la société Infomaniac. Il est un extraterrestre dans le domaine de cette question aujourd'hui des data. Lui stocke énormément de data. Il est souvent comparé à des acteurs français ou des acteurs américains quand il s'agit de l'hébergement, du coût de l'hébergement et des prestations qui sont faites. Mais je pense qu'il en va de ces questions presque de souveraineté à long terme et finalement de lien avec l'extérieur et de philosophie nationale par rapport à ces technologies, de finalement opter pour un service plutôt type Infomaniac, pour finalement avoir nos propres serveurs. Donc, pour dire à quel point il est allé loin, lui, il a aujourd'hui des bunkers avec des serveurs à l'intérieur en cas d'attaque, mais c'est incroyable. Il a une vision long terme qui est magnifique. Il avait une approche pas tellement business au départ, et il a conservé cette vision. Et échanger avec lui, ça peut être intéressant. En tout cas, pour moi, il fait partie des acteurs qui pensent ces questions aujourd'hui telles qu'on peut en discuter maintenant, et qui finalement vont complètement dans la direction qui est la mienne. Donc, je partage complètement les valeurs de M. Siegenthaler. Et donc, du coup, nous, effectivement, on est hébergé chez lui. On n'ira pas être hébergé à Boston ou je sais pas où aux États-Unis parce que le serveur est moins cher et que finalement, la technologie est meilleure. Je pense qu'il faut savoir aussi, dans ces questions-là qui sont globales, l'Internet est global, la technologie, la digitalisation est globale, commencer un tout petit peu à penser les enjeux au niveau local. Et donc, à long terme, personnellement, j'espère pouvoir être un acteur important de ces questions-là au niveau national, au niveau suisse. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ta vision, Walter. Et on se retrouvera pour un prochain podcast à la prochaine. Merci encore d'être passé. Merci beaucoup pour cette interview. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Voilà la fin de l'épisode, on espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire sur iTunes ou autre part, c'est ce qui nous aide le plus et ce qui nous fait le plus plaisir. Autrement, on est toujours très heureux d'entendre tes retours et tes conseils, donc n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux par message ou autre part. On a aussi une liste d'emails à laquelle on envoie de la value régulière, que ce soit des recommandations de livres, des bonus, des opinions, des articles, n'importe quoi. Donc n'hésite pas, pour ne rien louper de tout ça, à t'inscrire sur notre liste d'emails sur notre site, donc entrepreneur.com, pour être sûr de recevoir toute la value. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain podcast. À dimanche prochain!